Bonsoir, mesdames et messieurs. Suite au discours du président Félix-Antoine Tshisekedi à la prise de son pouvoir en tant que président de l'Union africaine en 2021, nous organisons une série de débats, une série de discussions entre intellectuels pour essayer un peu d'analyser de fond en comble le discours du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, et ses conséquences sur le plan congolais et africain. Et pour cela, je fais appel à un grand penseur panafricain, M. Godefroid Kamana Kangoudi, qui a passé toute sa vie à travers sur la science africaine. Il a fait presque le tour de toute l'Afrique francophone pour faire passer ses idées panafricaines. Il a publié tant d'ouvrages, et les plus grands que j'ai lus, ce sont les enjeux de la science africaine, et l'autre ouvrage, L'Afrique, notre projet. Il a encore publié un autre ouvrage sur la philosophie africaine et culture. Et en cette année où on parle de culture, de la renaissance culturelle africaine, je pense que le moment est arrivé de faire un débat de fond. Et pour cela, nous sommes sur ce plateau avec le prof Kamana. On va discuter. On va bavarder pour que notre peuple sache le contenu du discours du chef de l'État. Mais avant de commencer notre entretien, notre débat avec le prof Kamana, il faut relever qu'aujourd'hui, le 26 février 2021, donc c'est le 26 février 1885 que les puissances européennes, plus la Turquie, se sont rencontrées à Berlin pour décider de l'avenir de l'Afrique, pour décider de l'avenir du Congo, du bassin du Congo. Donc la conférence de Berlin, c'était une conférence sur le Congo. Et donc, le Congo est au cœur des enjeux géopolitiques. Le Congo est le revolver dont la gâchette se trouve chez nous. Donc il faudrait qu'on en discute, qu'on essaie un peu de voir pourquoi cette conférence de Berlin et quelles sont ses conséquences. Et professeur, je préfère qu'on commence par un commentaire. Pour vous, cette conférence de Berlin qui a terminé le 26, qui est partie du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, ça vous inspire quoi, professeur? Quand on parle de cette date et de cette rencontre de grandes puissances qui ont décidé de donner la configuration que nous avons actuellement du bassin du Congo, il faut tout de suite se dire que c'est là que naissent les problèmes futurs que nous connaissons aujourd'hui. Futurs à ce moment-là, mais très présents aujourd'hui. Si les puissances se rassemblent, c'est pour éviter qu'elles se fassent la guerre entre elles et qu'elles arrivent à mettre le commerce, c'est-à-dire l'économie et les finances, au cœur des relations internationales, ce qui est la naissance même de la modernité actuelle, c'est-à-dire la vision du monde fondée sur le marché. Et cette vision du monde s'enracine dans notre pays. Et nous avons été créés comme un grand marché pour toutes les grandes puissances. Et nous étions absents à cette conférence et aux décisions qui ont été prises. Ça veut dire que nous n'existions pas comme sujet historique à ce moment-là, et je crains
qu'aujourd'hui encore, nous soyons dans la même situation où il convient de nous battre pour devenir des sujets historiques qui se réapproprient leur destinée, qui inventent leur statut de personnes et de nations et qui se mettent alors debout pour pouvoir construire le présent et l'avenir qu'ils veulent. Nous avons donc en 1885 les problèmes qui sont bien posés et les solutions, nous devons les trouver aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que lorsque nos ancêtres ont été dupés en 85, et même bien avant 85, lorsqu'ils ont été dupés dans ce commerce étrange où on faisait signer à nos chefs traditionnels des documents sur lesquels ils vendaient nos terres aux étrangers, eh bien on pouvait se dire qu'ils ne comprenaient pas de quoi il s'agit. Mais nous aujourd'hui, nous comprenons de quoi il s'agit. Et nous devons construire une vision de nous-mêmes, une vision de notre pays, une vision de tous les bassins du Congo et une vision de l'Afrique entière qui casse avec ce qui s'est passé. Nous sommes la génération des ruptures et la génération du renouveau parce que nous comprenons les enjeux. Et cette date devrait être chaque année l'occasion de nous rappeler ces enjeux-là. Ça veut dire de devenir des sujets historiques, de décider de ce que nous voulons être dans le monde d'aujourd'hui et de promouvoir maintenant une existence riche et créative. Ok, le prof, ça c'est au moins par rapport à la date de 1885, à la conférence de Berlin. Cette année, le président Félix Antoine Tshisekedi a pris la tête de la présidence de l'Union africaine. Il y a eu un thème qui était principal, c'était art, culture et patrimoine pour une Afrique que nous voulons. Mais à côté de ce thème, le président Tshisekedi, il a donné son thème à lui pour son mandat, l'Union africaine au service des peuples africains. Professeur, qu'est-ce que ça vous dit d'une manière générale, ce titre? Nous devons lier ces deux thèmes. D'abord, ce thème nous conduit à mettre la culture comme élément essentiel de notre destin aujourd'hui. Et dire la culture, c'est dire tout ce qui concerne la manière dont nous devons être dans le monde, la construction de notre être ensemble sur une certaine vision du monde, sur une certaine vision de nous-mêmes. Et quand on dit que nous devons penser cette culture en termes de patrimoine, ça veut dire que nous devons nous mettre dans la conscience historique où nous nous rappelons à tout moment que nous sommes des grands peuples, que nous ne sommes pas ce que la conférence de Berlin a voulu faire de nous, et que nous ressuscitions toute la dynamique de créativité qui a été la nôtre pendant des millénaires. Et maintenant, il faut renaître des cendres de 1985. Voilà la culture. C'est-à-dire, le peuple se pense maintenant, vit aujourd'hui comme une ambition d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un grand peuple. Mais voilà que le président Tshisekedi ajoute à cela que l'Union africaine devrait être en fait
l'union des peuples et pas seulement l'union des élites qui, dans leurs bureaux, dans leurs laboratoires, dans leurs ordinateurs, conçoivent des thèmes, les discutent, sans qu'il y ait des relais qui puissent expliquer ce que ces élites veulent à leur propre peuple. Et comme ces élites qui pensent ne regardent pas ce que dit leur propre peuple, il faut mettre l'union au cœur de ce que veulent ces peuples-là. Alors le président reprend en fait l'intuition fondamentale qu'avait été l'intuition de son père et de son parti politique, c'est de dire le peuple d'abord. Et l'Union africaine doit se fonder maintenant sur cette intuition congolaise qui pense le peuple d'abord, en tirer toutes les conséquences et en comprendre tous les enjeux aujourd'hui. Parce qu'il est important que ces enjeux soient explicités. Je crois que le président de la République l'a compris. Et s'il propose ces thèmes-là, il le regarde non seulement comme le thème qui concerne la culture en tant que vision du monde, en tant que dynamique de créativité, mais il pense aussi aux enjeux économiques, politiques, géostratégiques de notre pays, mais aussi de l'Afrique entière. Et nous devons maintenant trouver tous les relais nécessaires pour expliquer cela à l'échelle de toute notre nation. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir, par exemple, que depuis que le président a fait ses discours, je regarde les relais congolais qui puissent expliquer ces discours au peuple congolais, et je n'en vois pas beaucoup. Et cela m'inquiète. Oui, prof, mais peut-être c'est aussi une inquiétude qui peut se justifier parce que beaucoup de panafricanistes pensent qu'au Congo, il y a des forces anti-panafricanistes qui sont nombreuses. Et les Congolais, même les Congolaises, s'intéressent moins au panafricanisme. Est-ce que dans ces conditions, le président Tshisekedi, à travers son discours, est-ce que va-t-il réussir? Il ne faut pas se poser la question de savoir s'il va réussir. Il faut le forcer à réussir. Il faut que le peuple lui montre que cette direction qu'il a lui-même choisie, qui est la direction des ruptures et la direction du renouveau du Congo, que cela ne peut pas rester un slogan vide qui n'apporte rien au pays. Il faut dire au président, ce que vous avez choisi, c'est le peuple qui vous l'a fait choisir. Et pour cela, vous ne pouvez pas échouer. D'où l'importance des relais pour expliquer une chose avant tout, que ce n'est pas seulement le président Félix Antoine Tshisekedi qui est président de l'Union africaine, c'est le Congo. Donc, le peuple congolais doit être mobilisé pour la réussite de ces projets que le président veut. Il faut alors expliquer bien ces projets pour ne pas tomber dans ce que je vois maintenant. On en a parlé et on entre déjà dans une période d'indifférence, comme si rien ne s'était passé, comme si nous n'avions pas la responsabilité en tant que peuple congolais aujourd'hui dans la construction de cette vision et dans sa réalisation, dans sa réussite. Nous et le président, nous faisons maintenant un ensemble cohérent dont la force doit s'imposer dans la réussite des enjeux fondamentaux. Et ce sont ces enjeux fondamentaux qu'il faut expliquer au peuple. Ça veut dire quoi? L'Union africaine au service des peuples. Ok. Oui. Prof, maintenant on entre dans le fond de son discours. Je voudrais savoir un peu quelles sont, quand on prend deux phrases beaucoup plus importantes, selon moi, la phrase de Lumumba, l'histoire, il a prononcé la phrase de Patrice Emery Lumumba,
pour dire que l'histoire, l'Afrique a sa propre histoire, du nord au sud, une histoire de dignité. Cette phrase qu'il a prise, il pense que c'est pour honorer le père fondateur du panafricanisme. Qu'est-ce que ça vient faire dans cette période, dans ces discours sur l'Union africaine au service des peuples africains? Ça veut dire que le président entre dans une tradition politique, une tradition économique, une tradition philosophique, une tradition culturelle. Et cette tradition a des repères majeurs. Et le grand repère pour nous Congolais, c'est Patrice Emery Lumumba, qui, en disant que nous sommes les sujets de notre propre histoire et que nous devons écrire notre propre histoire, nous impose le devoir de ne pas nous voir avec les yeux des autres. Et là, le président entre aussi dans une perspective de ce qui a été lancé dans ce pays, mais dont nous avons fait une farce, c'est-à-dire l'authenticité. L'authenticité comme philosophie au temps de Mobutu, si cela n'était pas devenu une farce politicienne, nous aurait donné une conscience forte de ce que nous sommes en tant qu'agents historiques, en tant que responsables de notre propre histoire. Le président entre dans cette tradition-là. Et je crois que toujours dans cette tradition, il faut bien voir ce que Laurent Désiré Kabila avait dit, ne jamais trahir le Congo. Et qu'est-ce que c'est ne jamais trahir le Congo? Ce n'est pas faire du Congo un peuple roseau, ballotté par les vents, dont les décisions se prennent ailleurs. Et nous sommes obligés de les exécuter consciemment ou inconsciemment avec des élites médiocres, comme dirait Jean-Paul Sartre, mais avec construire un Congo qui soit le Congo nouveau, avec des hommes nouveaux, convaincus de ce qu'il y a lieu de faire. C'est cette tradition-là dans laquelle le président se situe. Et on peut même prendre des références beaucoup plus actuelles qui nous mettent toujours dans cette tradition. Par exemple, ce que le président Joseph Kabila a fait autour du code minier en tant que réappropriation de nos propres richesses et capacité de décider de ce que nous allons faire de nos propres richesses. Ça entre dans la même tradition. Et là, le président est notre président qui accepte, réorganise, repense et fait de cette tradition une vision. Et c'est la vision de la renaissance du Congo. C'est là qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Mais il y a autre chose encore. La référence à Lumumba, elle n'est pas anecdotique. C'est le fondement d'un nouveau paradigme dont nous devrions avoir conscience depuis les années 60, mais que nous avons complètement oublié parce que nous avons été indifférents ou inconscients par rapport à ce qui se disait. Je crois que Lumumba, en disant cela, nous place dans un nouveau paradigme de compréhension de ce que nous sommes. C'est la compréhension de nous-mêmes comme un peuple de la Renaissance africaine. Parce que la Renaissance du Congo et la Renaissance de l'Afrique, c'est une même dynamique. Mais il faut qu'aujourd'hui nous comprenions que ce que Lumumba avait dit est un devoir pour nous, est une responsabilité que nous devons prendre maintenant. Et le président entre alors dans le paradigme de la Renaissance africaine. Et dire cela, c'est opposer cette dynamique de la Renaissance africaine avec le paradigme développementiste
qui a dominé toute notre histoire depuis notre indépendance. L'écrivain, philosophe, sociologue, juriste, anthropologue, José do Nascimento a bien expliqué qu'aujourd'hui, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est où nous entrons dans le paradigme de la Renaissance africaine. Alors nous comprenons l'Afrique à partir de sa grandeur historique et de sa créativité humaine, et non pas dans le paradigme du développement qui nous renvoie à une Afrique en retard, une Afrique incapable de gérer ses problèmes, une Afrique médiocre. Tout cela, ça fait partie du mot même que nous disons le développement. En disant nous voulons nous développer, nous reconnaissons que nous avons été arriérés, que notre mental est complètement détraqué, et qu'il nous faut voir des modèles ailleurs. Ça, il faut casser. Et le président, quand il parle de Lumumba, quand en même temps il parle dans le même discours du panafricanisme et de la renaissance africaine, eh bien il nous dit, nous Congolais, en tant qu'assumant la présidence de l'Union africaine, eh bien nous proposons à l'Union africaine le paradigme de la renaissance. Et il faut maintenant entrer dans ces paradigmes-là et finir avec toutes les sottises développementistes pour comprendre que nous sommes des sujets historiques créateurs. Et là, le président touche un point capital. Et s'il touche ce point capital, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, il ne peut pas ne pas réussir. Parce que c'est là qu'il nous mobilise tous. Mais il faut que ça se transforme en une politique cohérente. Il faut que ça se transforme en une économie créative. Il faut que ça s'incarne dans une culture de la puissance africaine, c'est-à-dire de l'unité de l'Afrique autour du projet panafricaniste qui doit être toujours rappelé aux nouvelles générations afin que les nouvelles générations entrent dans cette dynamique-là. Oui, prof, mais il se pose un problème parce que on a vu quand on a changé l'Union africaine, donc l'Organisation de l'Union africaine dans l'Union africaine, donc OUA, dans UA, c'était Kadhafi qui avait proposé UA. On a vu qu'il y a eu certains chefs d'État africains qui sont opposés pour que l'Union africaine soit transformée dans l'OUA soit transformée en Union africaine. On a préféré prendre les modèles beaucoup plus de l'Union européenne. On a copié presque l'Union européenne, le modèle d'organisation. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi, est-ce qu'en proposant, parce que la charte de la Renaissance culturelle africaine, parce qu'il faut dire que beaucoup de pays n'ont pas ratifié. Dans son programme, il y a un point sur lequel on dit qu'il faut faire par tous les moyens pour que les États africains ratifient cette charte, pour que la Renaissance africaine ait lieu. Est-ce qu'il ne sera pas devant des gens, des forces obscures qui vont s'opposer pour que cette charte africaine, de la Renaissance africaine, soit ratifiée? C'est normal. Hein. Je vous ai dit, ce pays qui est le nôtre a été créé comme un espace de commerce pour les grandes puissances. Ça veut dire qu'il n'a pas été créé pour le projet que le président Tshisekedi veut présenter. Et c'est la même chose pour toute l'Afrique. Hein, l'Afrique n'a jamais été conçue par les grandes puissances comme un espace de peuples capables de se prendre en charge. Alors il faut impérativement que nous arrivions dans ces projets du président Tshisekedi à en faire une vision stratégique. Une vision stratégique, c'est-à-dire une vision capable d'anticiper sur les forces qui vont dire non, sur les forces qui vont s'opposer, et pouvoir
mettre dans notre programme la capacité de vaincre ces forces-là. Si on ne fait pas de l'Union africaine de peuples la force capable de stratégie, d'anticipation et de créativité, alors nous n'avons pas compris de quoi il s'agit. Or, je crois que le président Tshisekedi veut nous faire comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas pour rien que la référence est les peuples et pas les chefs d'État, et pas les nations telles qu'elles sont organisées aujourd'hui. Vous parliez de l'OUA, et même déjà en 1963, à la création de l'OUA, il y avait deux camps qui se sont opposés. Les camps des panafricanistes qui voulaient politiquement, avec Nkrumah, un changement radical, tout de suite, et les camps qui nous a dit qu'il faudrait aller doucement, comme des bons enfants néocolonisés, faire une intégration progressive, etc. Mais aujourd'hui, quand on analyse l'histoire, on sait que nous avions fait un mauvais choix. Aujourd'hui, il faut faire un nouveau choix. Et ce nouveau choix doit être un choix pensé par des personnes capables de réaliser cette grande ambition, ces grands rêves d'une nouvelle Afrique, de nouveau Congo, grand rêve dans lequel le président Tshisekedi s'inscrit. C'est pour cela que son discours est capital comme un discours de changement de l'homme congolais et du changement de l'homme africain autour de quelques lignes majeures qu'il faudrait maintenant réaffirmer. Nous avons été toujours considérés par les grandes puissances comme des peuples irrationnels. C'est pour cela qu'on nous a imposé le modèle du développement. Le modèle développementiste signifie que vous allez passer de l'irrationalité à la rationalité. Eh bien, il faut dire non. On ne peut pas, on n'a jamais été des peuples irrationnels. Nous sommes capables de créer des hommes congolais qui assument la force de leur matière grise et qui produisent une dynamique capable de rationalité politique, économique, culturelle, et avec ces rationalités de construire un pays qui puisse se faire respecter partout dans le monde. Un pays qui se respecte et qui se fasse respecter. Ça, c'est une première ligne de vision. Mais la deuxième ligne de vision, c'est de faire du nouvel homme congolais et du nouvel homme africain un homme des valeurs. Parce que nous ne pouvons pas vivre comme nous vivons aujourd'hui et croire que nous aurons l'avenir avec nous. Le président avait dit aux Amériques là-bas qu'il allait déboulonner les systèmes dictatoriaux qu'il avait trouvés. Mais il faut aller plus loin. Il faut déboulonner les systèmes irrationnels de toutes les élites incompétentes qui l'entourent. À ce moment-là, il ira jusqu'au bout. Parce que c'est dans la capacité. Chaque fois qu'il y a des antivaleurs qui se manifestent, c'est de l'incompétence. Et la lutte contre les antivaleurs, c'est la lutte pour le Congo, pour l'Afrique des valeurs. Ça, il faut qu'il les fasse impérativement. Et il faut encore aller plus loin. C'est le président, il devrait, je crois, nous lancer sur les chemins de la production des grands rêves. Il devrait nous faire rêver. Et je crois que pour le moment, il nous fait beaucoup de promesses. Et quand il nous fait beaucoup de promesses, il nous met sur le mauvais chemin. Parce que tu fais les promesses, ça veut dire tu attends que les gens veuillent voir les promesses concrétisées par toi qui les a proposées. Mais le président, il faut que ce ne sont pas des promesses qu'il doit nous faire, c'est des rêves dans lesquels il doit nous lancer tous. Et à ce moment-là... Par exemple, quel rêve? Quel rêve? Oh, Lumumba l'a dit, de grandeur et de dignité. C'est le Congo, l'histoire du Congo sera l'histoire de grandeur et de dignité. Et qu'est-ce que c'est qu'un Congo grand?
lui-même a dit, je vous fais le serment, vous verrez le Congo nouveau. Eh bien, nous voulons voir ce Congo nouveau et chaque jour faire l'analyse de l'avancement de la construction de ce Congo nouveau. Ça commence par des hommes qui est autour de lui, par le gouvernement qu'il va créer et par la capacité de faire travailler son peuple sur ses grands rêves de grandeur, sur ses grands rêves de dignité. Mais il y a aussi grandeur pour le Congo, c'est le rêve de la prospérité par rapport à tout ce que nous avons comme Congolais en tant que peuple riche de toutes ces richesses naturelles, écologiques et tout. Et même, écoutez d'abord, parce que... Allez-y. Oui, il faut que ce que nous avons là, il faut la matière grise pour faire travailler. D'où la révolution de l'organisation. Ces pays meurent d'être désorganisés. Vous voyez, à tous les niveaux. Vous serez... je vous donne un exemple très simple. Regardez les douanes, les taxes. C'est-à-dire là où nous cherchons de l'argent pour enrichir notre propre peuple. Mais qui s'enrichissent aujourd'hui au lieu d'enrichir le peuple? Ce sont des individus. C'est ceux qui doivent récolter de l'argent et pour le peuple, pour la nation, et qui mettent ça à leur propre... Ok. Prof, on arrive parce qu'on n'a pas assez de temps. On a à peu près 40-45 minutes. Oui. Une dernière question, c'est sur les 8 tomes sur l'histoire du nord de l'Afrique. On parle de la Renaissance africaine. Quand on parle de la Renaissance africaine, on fait appel à l'histoire. Oui. Mais comment voulez-vous arriver à la Renaissance africaine quand cette histoire, les 8 tomes de l'histoire africaine n'est pas enseignée à nos enfants dans des écoles, aux humanités, tout comme à l'université? Ça, c'est un des deux. Oui. Quand vous regardez la situation toujours de l'histoire, on se rend compte que le cas de notre pays, l'histoire congolaise, l'histoire africaine n'est pas enseignée. On va faire une Renaissance africaine où? On doit commencer par où? Et là, vous m'amenez à dire le 5e point sur lequel je voudrais insister. C'est la révolution de l'éducation. Vous parlez de... C'était une ambition énorme de faire ce 8 tomes de l'histoire de l'Afrique pour que cette histoire soit enseignée dans les écoles, dans les systèmes éducatifs africains. Et les Africains ne veulent pas mettre ça en pratique. Et ils croient seulement aux sornettes qu'on leur raconte sur leur histoire. Et ça devait être le rôle des médias avant tout. Le rôle des médias de dispatcher, diffuser largement, faire des émissions pour enseigner l'histoire de l'Afrique. Ça devait être au cœur de notre système d'enseignement, de diffuser toutes les idées sur l'Afrique, de montrer l'Afrique de la grandeur, de la dignité. On ne le fait pas. Donc on peut dire que c'est les problèmes politiques. Mais il faut le faire maintenant. Ce n'est pas seulement... Donc on demande aux politiques de le faire, pas ceux qui décident, ce ne sont pas des intentions des politiques. Oui, les politiques doivent prendre des décisions, mais il y a toutes les intelligences de nos pays doivent comprendre que l'enjeu de la reprise de notre initiative historique dépend de notre connaissance de l'histoire. Et à ce moment-là, c'est pourquoi les intellectuels, pourquoi les forces scientifiques, pourquoi la communauté du savoir, des savants, des connaissances, pourquoi on n'a pas des lieux pour pouvoir transmettre cette histoire qui est la nôtre. Les politiciens doivent faire leur devoir, mais je crois encore que c'est aux forces du savoir de faire cette révolution et de conduire, de contraindre, c'est le peuple,
Le peuple doit contraindre les dirigeants à enseigner l'Afrique aux Africains et à faire des lieux, si l'université ne le fait pas, faire des lieux alternatifs. Il faut des universités alternatives pour pouvoir travailler sur ces choses-là, enseigner l'Afrique, afin qu'un enfant qui a fait le cursus scolaire et universitaire soit capable de parler de l'Afrique comme de son propre continent, qu'il connaît bien. Il ne faut pas que les autres connaissent mieux l'histoire que nous-mêmes. Ce n'est pas une histoire de spécialistes qui écrivent des livres, mais c'est l'histoire de tous les peuples qui se réapproprient ses propres traditions, ses propres valeurs, et qui, à partir de cela, projettent, se projettent dans l'avenir et a une grande utopie. C'est ce que M. Baloufou disait, l'utopie supérieure pour pouvoir construire un grand pays, construire un grand continent aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est une chance exceptionnelle. D'abord, que le président Tshisekedi soit élu et que le pouvoir se passe d'une manière pacifique. Deuxième chose, que le président Tshisekedi et Félix deviennent président de l'Union africaine 2 ans, à peu près, 2 ans après avoir été élu président de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque part là un symbole qu'il faut retenir? Dans le sens que toute l'Afrique attend le Congo. Je pense que dans l'entretien que vous avez eu avec Eboussi Boulaga à Bafoussam, vous avez dit les jours où le Congo va ressusciter, c'est toute l'Afrique qui... Oui, qui s'éveillera, toute l'Afrique s'éveillera. Et il faut d'abord dire que le président Tshisekedi a une chance extraordinaire d'accéder au pouvoir dans les conditions actuelles. C'est des conditions où tout le monde attend le Congo. Tout le monde veut aujourd'hui que le Congo prenne ses responsabilités à l'échelle du continent. Et il devient président à ce moment-là. Quand j'ai dit tout le monde, toute la classe de la pensée, de l'intelligence, de la connaissance. Vous avez cité Eboussi, mais il faut citer aussi Théophile Obenga, notre voisin ici au Congo-Brazzaville. Il est venu ici, il a fait une conférence sur l'unité africaine. Notre seule issue, c'est de nous unir. Et où est-ce qu'il a placé la capitale de l'Afrique unie? C'est ici à Kinshasa. Parce que c'est notre vocation d'être le cœur pour donner les pulsations essentielles. Ça, c'est Théophile Obenga. Mais déjà avant même Théophile Obenga, avant Eboussi, le concepteur de l'unité africaine, il y avait Kwame Nkrumah. Mais Kwame Nkrumah, il voulait même unir le Ghana avec le Congo de Lumumba, parce qu'il disait le sort de l'Afrique dépend du Congo. Et avant, Cheikh Anta Diop, il avait pensé le programme d'industrialisation de toute l'Afrique. On voit toutes ces grandes intelligences ont vu ce que nous, Congolais, nous ne voyons pas. Alors Tshisekedi vient au moment précis où tout ce qui a été dit se remet dans l'esprit des gens et on veut un Congo grand. Il est devenu président pour réaliser ces projets du Congo qui prend conscience de lui-même et qui se lance dans le destin des grandeurs et d'unité. C'est pour ça que Lumumba, il est important dans notre histoire. Oui, prof, nous sommes presque à la fin de notre entretien. 2 questions. Est-ce que les élites congolaises ont-elles compris l'accession du président Tshisekedi à l'Union africaine? 1. De 2. Est-ce que les élites congolaises sont-elles à la hauteur? C'est la dernière... oui, mais les 2 questions, c'est non. Mais le non ne veut pas dire la fin de notre destin.
c'est non, il faut que les forces de l'intelligence du Congo se réveillent. Parce que nous avons un président qui accède au pouvoir, et même au niveau de l'Union africaine, nous l'avons dans le contexte où on nous attend, et il faut que le président ne soit pas seul. Il faut qu'il y ait les forces de l'intelligence pour pouvoir porter ces projets et l'expliquer. Il faut le peuple. Donc, là non plus, il ne faut pas dire non, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais il faut dire, il faut nous réveiller. C'est le moment que les hommes de l'intelligence, de la connaissance, du savoir dans ces pays, c'est le moment où il faut qu'on se réveille et qu'on affirme ce que nous avons comme vocation dans cette Afrique. On n'a pas... Lumumba même disait encore, si Dieu nous a donné un pays si grand, eh bien c'est pour que nous devenions des hommes de grandeur. Ok, prof, encore une dernière question. En lisant les discours du président Tshisekedi, on peut se poser la question, est-ce que le président Félix Tshisekedi est-il un panafricaniste convaincu? Je crois que oui. Parce que on ne peut pas prendre l'initiative de faire le discours qu'il a fait à Addis Abeba si on se ment en soi-même. S'il l'a fait, c'est qu'il croit. Et s'il nous a promis un Congo nouveau et qu'il projette le Congo nouveau dans une Afrique de la Renaissance, c'est qu'il a compris. Mais maintenant, il faut l'aider à réaliser ce qu'il a compris et il faut qu'il nous aide à réaliser ce que nous avons compris de son discours. Et ça demande une autre politique congolaise, une autre organisation économique congolaise et une autre culture du nouvel homme congolais, de la créativité et de la responsabilité des Congolais dans la destinée africaine. C'est ça qu'il faut que nous comprenions tous aujourd'hui, et c'est pour cela que ce discours est important et que notre président a une vocation africaine qu'il devrait assumer avec la dernière fermeté afin qu'il réussisse ce qu'il est appelé à faire. Merci beaucoup, professeur. Je pense que les peuples vous ont suivi, les peuples congolais, les peuples africains. Et donc le moment est très important pour nous, panafricanistes. Il faut savoir lire les signes des temps, être du bon côté de l'histoire et tirer les leçons de l'histoire. Donc, le destin de l'Afrique est dans les mains des Africains aujourd'hui, avec la cession du président Tshisekedi à l'Union africaine. En tout cas, on vous laisse le temps de discuter dans vos salons. Prochainement, on pourra encore avoir d'autres débats sur la présidence du président Tshisekedi à l'Union africaine pour cette année 2021. Une fois de plus, merci et bonsoir.